regard citoyen, parce que je crois que, bien sûr, le regard des juristes et politiques est important pour nous, est important aussi pour le citoyen, parce que parfois, on est hésitant. Et je pense que c'était très intéressant d'avoir cette explication pertinente juridique et d'avoir l'aspect aussi citoyen, parce que je me souviens lors de la journée ici à Grenoble, notamment qui a été organisée par Mediapart, où le papa du jeune homme qui a été tué, du jeune Isérois qui a été tué, est venu nous dire d'accord, liberté individuelle, atteinte aux libertés individuelles, d'accord, l'état d'urgence, on n'en veut pas, mais que fait-on? Donc je pense qu'il y a aussi cette discussion à avoir sur... on a bien entendu que cet état d'urgence ne va rien faire, enfin, ne va pas permettre en tout cas que ces attentats n'aient pas lieu. Mais du coup, plutôt que... ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question de comment ensemble, et Nicole a commencé à apporter un peu des réponses politiques, comment faire pour qu'on aille vers une société de paix et non pas une société de guerre, comment faire pour que dans nos quartiers, pour que nos jeunes, et c'est d'ailleurs pas seulement nos jeunes des quartiers, on a souvent cet amalgame, mais je pense que ce serait intéressant là aussi d'en discuter un peu plus profondément, mais pourquoi nos jeunes, certains de nos jeunes, décident de partir s'enrôler. Et plutôt que de parler guerrier, de parler de cette guerre, se rappeler quand même, comme l'a fait Nicole, qu'on est un des pays vendeurs d'armes dans le monde et que s'il y a autant de guerres dans le monde, c'est aussi parce que des pays vendent des armes et font du profit sur le dos du malheur de ces populations. Donc le regard de Pierre Gaillard, citoyen de la Ligue des droits de l'homme, je trouve était une bonne conclusion de cette tribune et de ces interventions et doit, je pense, nous permettre d'avoir beaucoup de questions parmi le public. Donc je donne la parole à la première, ou au premier qui veut bien. Syndicaliste. Et j'ai un petit problème moi, avec cette histoire d'état d'urgence. D'abord parce que je me dis que non seulement ça va impacter en tout cas les personnes qui seraient différents de physionomie, des manières de s'habiller, etc. Mais également pour les gens qui vont se mettre en avant pour pouvoir défendre, enfin qui vont se mettre en avant pour défendre les droits individuels et collectifs. Et puis j'ai une autre question quand même qui me turlupine. Moi, je me dis, les gens qui sont aujourd'hui au gouvernement, ils sont conscients de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils ne sont pas tombés de la dernière pluie. Qu'est-ce qu'il y a derrière la retraite? Parce que quand même, quelque part, ils ne font pas des choses comme ça gratuitement. Ils ne mettent pas en cause nos libertés fondamentales comme ça sur un coup de tête. À aucun moment on peut y croire. Donc je me dis, quelque part, qu'est-ce qui les motive? Là, tout à l'heure, vous parliez de l'avènement, si jamais ça se passait, j'espère que non, d'un Front National, mais même si c'était la droite qui revenait au pouvoir. Non, mais d'accord. Non, mais la droite, celle qu'on connaît classique, hein, sans faire polémique. Pas que c'est la soirée. Donc je me dis, mais quand même, à un moment donné, ça pose de sérieuses questions. Qu'est-ce que ces gens-là veulent vraiment faire avec ce qu'ils nous imposent aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils espèrent derrière? L'état d'urgence, c'est un rapport aussi avec les manifestations. Et qu'est-ce que ça empêche les mobilisations? Parce que déjà, il y a deux problèmes qui nous posent. C'est déjà les agriculteurs qui se mobilisent, et pendant la COP21, ils avaient interdit, alors que la menace du TAFTA arrive, et ils sont en discussion derrière les citoyens. Donc le problème est là. Enfin, tout ça semble, même avec les droits du travail. Dans un hebdomadaire de Charente-Maritime, où un jeune de 22-23 ans témoigne, après avoir passé 3 mois en Irak, avec les Kurdes, pour défendre le Kurdistan et mener une lutte armée contre Daesh. Ce qui m'a surpris dans ce témoignage, d'un jeune qui est parti, donc un ancien militaire, mais qui est parti
enfin, comme volontaire, donc pas payé par qui que ce soit, c'est qu'il a, dans son témoignage, il a raconté que dès son retour, il a informé les autorités militaires et les autorités du ministère de l'Intérieur de son séjour 3 mois pour combattre, pour la paix, et il n'a même pas eu la même réponse des autorités militaires et du ministère de l'Intérieur. Ce qui en dit long sur la façon dont nos autorités gouvernementales se préoccupent de la paix dans le monde. Et une double question, c'est que bon, j'ai connu l'état d'urgence en 1955 parce que je suis allé plusieurs fois au poste de police pour distribution de tracts interdites, pour affichage interdit. Pourtant dessus il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait juste plan d'Algérie, négociation et respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que l'état d'urgence à cette époque a bien servi, puisque après, quand j'étais sur place, j'ai vu la torture, j'ai vu les pelotons d'exécution, j'ai vu aussi les pelotons d'exécution, et tout ça au nom d'une stratégie politique colonialiste. Donc ma crainte que j'ai, enfin ce qui me taraude un petit peu aujourd'hui, c'est que l'état d'urgence, comme l'a dit le mytho syndicaliste, je pense à la fois il peut servir à la poursuite de la guerre au Moyen-Orient, comme c'est le cas, mais je pense aussi que c'est une stratégie, parce qu'on n'a pas affaire à des gens inintelligents, loin s'en faut, on a des gens affaire à des gens aussi cultivés, hein, et que derrière, il y a, pour moi, je me demande, c'est peut-être un soupçon que j'ai dans la tête ce soir, enfin depuis quelque temps, mais je me demande s'il n'y a pas un noir dessein derrière, et qu'ils n'ont pas une claire conscience du noir dessein, si je peux dire, par rapport au refus qu'ils pourraient apporter demain à des changements éventuels. C'est pas seulement Marine Le Pen qui pourrait être inquiétante dans une prise de pouvoir, mais c'est par rapport aux actions militantes, sociales et syndicales et politiques que l'état d'urgence peut se retourner. De la manière dont on voit comment l'enseignant d'Aix-en-Provence a été interpellé, comment le leader syndicaliste à Strasbourg a été sanctionné de 250 € pas plus tard que cette semaine, enfin la semaine dernière. Et donc, moi, j'interpelle aussi, pas seulement les juristes qui font leur boulot, moi j'interpelle les parlementaires qui sont là. Moi je trouve que le discours de la Chambre, il est trop soft, il est très soft, il est trop courtois, je veux dire, il est policé. Mais ça ne pointe pas, à mon avis, le danger, le sérieux danger qui pèse sur la démocratie dans ce pays et sur la perspective du mouvement social, syndical et politique de créer les conditions de nouvelles avancées démocratiques. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de recul et les gens approuvent. Donc, à mon sens, peut-être, il y a une manière de dire les choses aujourd'hui et de pointer pour ceux qui représentent pour moi un danger pour le futur, du point de vue de l'évolution de notre société. Voilà. Je voulais donner une petite précision sur les forces de droite et d'extrême droite, parce que la section de Toulon de la Ligue des droits de l'homme participait, avant-hier je crois, à un cercle de silence. Bref, c'est pour respecter effectivement les gens qui viennent émigrer dans notre pays. Eh bien, c'est la première fois qu'on entend qu'il y a eu une contre-révolution des gens de l'extrême droite et de la droite extrême aussi. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand on dit Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen, mais il faut voir ce qu'il y a derrière elle. Parce qu'elle parle, c'est comme dans les conseils régionaux, c'est comme dans les mairies. Ce sont des gens, la majorité d'entre eux, ce sont des incapables, il faut le savoir. Non seulement ils ne sont pas démocratiques, mais ils sont bornés, ces gens-là. Ils ne veulent rien entendre. Et ça va aussi de plus en plus vers la droite extrême et certains candidats, y compris notre nouveau président du conseil régional, ce sont des gens dangereux. Je pense que plutôt que de s'attacher à des hommes, à des individus, on peut essayer d'avoir une analyse plus globale. C'est ce que je vais tenter. Je pense que depuis une vingtaine d'années, j'allais dire, peut-être un peu plus, on est en prise avec une idéologie sécuritaire et qui monte tranquillement en puissance et qui se saisit du moindre événement pour accentuer toutes les lois répressives, pour créer de nouvelles restrictions aux libertés et pour réduire de plus en plus
le champ de la démocratie. Je pense que cette dérive, elle dépasse aujourd'hui largement la division classique entre la droite et la gauche. Et c'est quelque chose que tous les analystes ont diagnostiqué depuis un certain temps. C'est vrai que la France sous Nicolas Sarkozy a été, pensait-on à l'époque, le plus loin possible dans cette dérive idéologique sécuritaire. On pensait que, vraiment, le discours de Grenoble, on le sait bien, hein, vous avez le triste privilège d'avoir ce discours-là. On pensait que c'était l'acmé, enfin, qu'on ne pourrait pas aller plus loin et que, précisément, avec un président normal, avec le parti socialiste normal, il y aurait un retour à la norme. En fait, non. Ce qu'on constate, c'est que, parti socialiste ou pas, François Hollande ou pas, cette dérive sécuritaire ne fait que croître. Et hélas, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la France. Si on constate à peu près partout en Europe, c'est exactement la même chose. Hein, on a un certain nombre de gouvernements aujourd'hui que je ne citerai pas, mais qu'on a tous en tête, et qui professent des politiques et qu'on n'aurait jamais même imaginé. Au point même que l'Europe est obligée d'avertir un certain nombre de gouvernements qu'ils vont trop loin. Et quand on regarde évidemment de l'autre côté de l'Atlantique, et qu'on voit que quelqu'un comme Donald Trump est quand même en tête des républicains, enfin, je veux dire, tout ça, c'est pas un hasard, si vous voulez. Donc le problème, c'est de savoir pourquoi cette idéologie sécuritaire marche si bien, et pourquoi nous, qui défendons des idées républicaines, qui défendons des idées démocratiques, on n'arrive plus, ou mal, ou moins qu'avant, à défendre un certain nombre d'idées qui sont, pensait-on, le socle de la République. Enfin, on appelle ça le génie français ou pas, mais on a l'impression que tout ça, tout d'un coup, est balayé, et que, quelle que soit la personne qui arrive au gouvernement, finalement, il y a une sorte de retournement de ces hommes et de ces femmes qui, tout d'un coup, empruntent les mêmes défauts, empruntent les mêmes allées, et défendent finalement les mêmes idées liberticides, que ce soit de droite ou de gauche. Donc, je pense que ce n'est pas tellement une question d'individu. Il ne s'agit pas de savoir ce que François Hollande a derrière la tête ou Manuel Valls. Il s'agit de savoir à quoi correspond exactement cette idéologie sécuritaire. Mais je pense que la réduction de la démocratie en France correspond à des desseins qui sont, à mon avis, clairement affirmés. Enfin, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les attaques ne concernent pas simplement le fonctionnement des institutions, ne concernent pas simplement le fonctionnement de la justice, mais qu'au même moment, on a des attaques d'une violence inouïe sur les droits sociaux, sur une réforme, mais même que la droite n'aurait jamais imaginé, du Code du travail. C'est tout ça qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, cette idéologie sécuritaire a largement partie liée avec une autre idéologie ultra-libérale qui est en train de se mettre en place. Donc je pense que la réflexion, elle est à mener de ce côté-là, en ne se limitant pas simplement au champ des libertés, mais en regardant qu'est-ce qu'il y a derrière, de l'autre côté. Je crois que tout ça n'est pas tombé du ciel hier ou avant-hier. Hein. Il y a quand même, depuis maintenant des années, finalement, le capitalisme mondialisé, le libéralisme, l'ultralibéralisme mondialisé, il suscite beaucoup de problèmes. Et pour éviter que l'accumulation de ces problèmes ne débouche sur une mise en cause ou même simplement un compromis qui mettrait à mal
révolutionnaire, quoi, tout simplement. La partie richissime du monde, et effectivement elle aussi mondialisée, il faut avoir recours à tout un tas de mécanismes qui puissent empêcher, qui puissent faire diversion, qui puissent reporter les colères populaires sur des boucs émissaires divers et multiples, sur des peurs diverses et multiples, et qui permettent au libéralisme de continuer à vivre correctement, enfin, bénéficiaires, je veux dire, de l'ultralibéralisme, de continuer à vivre tranquillement sans eux-mêmes être inquiétés. Je crois que quand même, c'est bien ça qui domine aujourd'hui dans le désordre qui n'est pas propre à la France et dont nous subissons évidemment gravement les choses parce que il y a effectivement une rupture qui, je crois, s'est produite peut-être petit à petit, mais dont on peut faire remonter quand même la source à peu près post-attentat de septembre, hein, c'est-à-dire en 2001, où petit à petit, ce qui faisait quand même, ce qui caractérisait la gauche en France, c'est de s'opposer de façon commune aux atteintes aux libertés, depuis un certain temps, on va dire. Or, depuis, on voit bien que c'est l'inverse, c'est qu'il y a une partie de la gauche qui, rappelez-vous, Jospin, on n'a pas été suffisamment, on a été trop laxiste, bon, c'était quand même en 2000, et depuis, il y a une espèce de, petit à petit, de consensus qui se fait pour, au fond, plonger dans le recours, moi j'appelle ça le recours sécuritaire, à tout ce qu'engendrent les politiques libérales. La conversion d'une partie de la gauche au libéralisme, elle va de pair avec, effectivement, sa conversion à des moyens d'empêcher que, d'une façon ou d'une autre, ce libéralisme, enfin, les conséquences de ce libéralisme ultra ne se tournent en opposition résolue, convergente, en rassemblement pour mettre le haut-là à cette politique libérale. Donc, bien sûr, c'est pas toujours évident, peut-être pour les gens, hein, loin s'en faut, puisque petit à petit, évidemment, beaucoup se persuadent que les dangers ne viennent pas de la politique ultralibérale, mais viennent de toutes sortes de facteurs qui sont souvent extérieurs. Donc l'Europe, oui, l'Europe, c'est-à-dire l'Europe voulue par les partis au pouvoir, enfin les gens au pouvoir en Europe. Hein, c'est pas l'Europe en tant que telle, mais bon, l'Europe libérale, elle a été voulue par ceux qui étaient au pouvoir en Europe depuis un certain temps. Ensuite, les étrangers, maintenant les hordes, entre guillemets, de réfugiés qui viendraient... bon, mais je crois qu'il y a quand même... Et effectivement, tout ça, mis bout à bout, constitue des obstacles au rassemblement populaire, au mouvement social, même si, parce que moi je ne veux pas être pessimiste, même si on voit bien quand même que toute cette espèce de logique hollandaise, on va dire, mais qui n'est qu'un instrument parmi d'autres, hein, pour nous faire dériver vers le sécuritaire, mettre des œillères sur le reste, n'empêchera peut-être pas qu'un mouvement social se développe sur le code du travail, enfin sur la suppression des garanties du droit du travail. Vous voyez, et je le souhaite, je ne sais pas, on n'est pas dans le marc de café, mais en fait quand même, je crois que là, on arrive à un moment où, voilà. Mais c'est pas évident, c'est pas réglé non plus, hein, mais voilà. Donc, il y
il y a ça, et il y a ça partout en Europe, en fait, quand même, parce que les dégâts, on a beau essayer de faire une fausse concurrence entre les Allemands, où ça marcherait très bien, les Anglais, où ça marcherait très bien, où il n'y aurait pas de chômage, la France, où il y aurait... Alors là, la France aurait du chômage parce qu'elle ne serait pas suffisamment, elle ne ferait pas comme les Allemands, elle ne ferait pas comme les Anglais. Vous voyez, l'enfumage permanent, alors qu'on sait que les gens travaillent pour 400 € en Allemagne. C'est-à-dire, c'est le niveau du RSA, hein, 400 €. Donc, voilà, les Anglais demandent à pouvoir être plus libéraux que l'Europe, ok, pas de problème. Les Grecs ont demandé une dérogation sur la dette, terminé, puni. Oui. Donc ça illustre bien quand même, on ne prête qu'aux riches. Oui. Vous voyez, on ne prête qu'aux riches. Le libéralisme, c'est ça. Voilà. Donc tout ça, oui. Et en même temps, peut-être que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est on va casser encore plus, parce que, bon, n'exagérons rien, les protections sociales, elles en ont pris un coup depuis un bout de temps. Et là alors, c'est comme le CPE. Peut-être, vous voyez, le CPE, ça a été la goutte qui n'était pas... Il y avait bien d'autres choses, ça a été la goutte. Si les jeunes s'emparent, si la jeunesse se voit dans cette atteinte honteuse au droit du travail, quelque chose qui les touche et que ça prend, on peut être un mouvement social qui, de toute façon, fera disparaître toute cette crainte qu'ont les gens, voilà, et permettra des rassemblements qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Vous voyez, il ne faut pas... Voilà, je crois qu'il y a des limites, à un moment donné, il y a des limites. Et là, on est au bord de... Voilà, on est au bord des catastrophes, donc peut-être elles auront des solutions plus positives qu'on ne le pense. Oui, mais je pense que, bien sûr, même Jean Rochefort, là, le comédien, qui est un âge respectable, qui a dit, mais alors, puisque les gens sont des assistés, les gens qui sont au RSA, c'est 400 et quelques € par mois, hein. Mais alors, allez-y, démissionnez, puis vous aurez la même chose qu'eux aussi. Même Jean Rochefort a dit ça. Mais justement, ça démontre, mais je pense que c'est un thermomètre qui démontre bien, non mais les gens, ils comprennent ça. Seulement, avec cette histoire d'état d'urgence, les gens, ils ont quand même plus ou moins la trouille. C'est ça, hein. Oui. C'est quand même l'état d'urgence, ça fout la trouille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça bloque. Oui, peut-être pas tout. Parce que pour que Jean Rochefort dise ça, c'est qu'il y a quand même des gens qui se rendent compte que... Et justement, c'est hier ou avant-hier, dans l'Humanité, il y a un type qui distribuait des tracts, hein, à la fin de la manifestation, il ne s'est pas exfiltré. C'est ça l'état d'urgence. Bien sûr. C'est pas contre les... Parce qu'en fait, s'il y avait eu de la prévention, hein, parce que tout ça, toutes ces histoires d'H et compagnie, c'est les suites du colonialisme, hein. Le mandat français, britannique, là, sur hein, c'est la suite de ça. Je vais tenter une approche duale à la fois juridique et politique, mais pas au sens de politique, mais plutôt de sciences politiques, parce que il se trouve que dans une autre vie, j'ai un peu étudié la science politique. Vous avez, je commencerai par la deuxième, l'approche science politique, du point de vue de la politique internationale. C'est un raisonnement que vous pouvez avoir sur les conséquences et les origines, en fait, de ces mouvements que vous avez pu voir en termes de jeunes radicalisés, etc. Ça commence exactement, pour faire un peu d'histoire, en 1979. C'est-à-dire que vous avez l'invasion de l'URSS, l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Et là, on est en pleine guerre froide. Et vous avez les États-Unis qui vont aider les Moudjahidines à combattre l'URSS. Et parmi ces Moudjahidines-là, vous allez avoir des gens comme Oussama Ben Laden, à qui on va donner des missiles Stinger, j'en passe. Et donc vous avez ce premier élément. Et survient 1989, fin de la guerre froide, où est-ce qu'on va retrouver ces jeunes? Parce qu'il y a un foyer qui s'est créé en Afghanistan avec cette guerre. Donc tous ceux qui allaient combattre les Russes allaient combattre les impies. Et donc il y avait un foyer qui faisait que des jeunes venant de tout pays, globalement arabes, musulmans, disaient qu'il fallait aller pour combattre effectivement les soviétiques à ce niveau-là. Avec la fin de la guerre froide, il n'y a plus le foyer afghan. Où sont passés ces jeunes?
eh bien ces jeunes, vous allez les retrouver en Algérie avec le GIA, le GSPC. Et comme c'est en Algérie avec le phénomène colonial, vous les retrouvez en France avec Khaled Kelkal et tout le reste, et les attentats de la rue de Rennes, et tout ce qui se passe en France dans les années 90, où on a le premier plan Vigipirate finalement, et où on a les premiers grands attentats terroristes en France. Donc vous avez cette période-là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un foyer de fixation, vous avez des jeunes qui se radicalisent. Et ça dépend de votre politique internationale. Et là on arrive au troisième point de fixation, c'est les attentats du 11 septembre. La position de la politique française, qui est une politique arabe connue à l'époque du général de Gaulle et reprise par Jacques Chirac, quand vous avez cette politique arabe-là, la France n'est pas dans le conflit. Les États-Unis sont dans le conflit, la France n'y est pas. Mais les alliés des États-Unis dans le conflit, c'est d'une part l'Angleterre, l'Espagne, et vous avez les attentats de Londres et les attentats de Madrid 2004-2005. La France n'est pas en situation d'attentat. À quel moment se produit le virage ? Le virage se produit avec la politique de Nicolas Sarkozy, suivie par François Hollande. C'est une politique qui consiste à dire, parce qu'on n'a pas tiré la leçon, de vouloir changer nécessairement des gouvernements. Première étape, c'est la situation en Libye. On crée un désordre finalement, puisque le problème de l'immigration aussi en partie vient de là. On crée un désordre en Libye, il n'y a plus d'État, et il commence à avoir les premières vagues d'immigration. C'est l'Italie à l'époque qui supporte tout cela. On ne parle pas encore de la Grèce, c'est un pays mieux structuré, mieux organisé, mais qui était à la limite de la, j'allais dire, à la limite véritablement de la déconfiture à ce niveau-là. Mais ça ne fait pas encore peur. On n'en tire aucune conséquence. On a déjà dévasté, j'allais dire, avec le 11 septembre, on a dévasté l'Irak. Et voilà qu'on va déstabiliser maintenant la Syrie, au motif qu'il y a des prétendants arabes. Quelqu'un disait, on ne fait pas le bonheur des peuples à leur place. Quand bien même ils ont des dirigeants qui sont peu recommandables, est-ce que c'est à l'Occident de dire qui doit diriger qui? Et donc on va choisir une opposition. On la choisit, on l'arme, et on déstructure finalement la Syrie. Sauf que là, la Syrie, vous avez la Turquie à côté, le passage en Europe est beaucoup plus facile, vous avez beaucoup d'immigrés qui arrivent, et on crée un foyer de tension en Syrie qui finalement, les jeunes qui regardent ça, déjà quand ils voyaient ce qui se passait en Israël, mais ils avaient tendance à être pour l'intifada, parce qu'ils sont peut-être, pour certains, et c'est pas forcément une justification, j'insiste bien, c'est une explication, ils sont en déshérence, il y a un foyer de fixation nouveau, c'est la Syrie, ils y vont tous. Ils y vont tous, pourquoi? Parce que peut-être qu'ils sont un peu perdus, parce qu'ils ont besoin de repères, parce qu'ils se sentent mal dans la société dans laquelle ils sont. Et bien à ce moment-là, on crée ce foyer de fixation. Or, qu'a été la politique de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy? Mais c'est de vouloir changer les gouvernements. Et donc, on crée un deuxième Irak. L'autre avait été créé par les Américains, qui, heureusement, cette fois-ci, ont dit « Oula, on n'a pas très envie d'y aller, on a déjà perdu beaucoup de boys ». Et donc, on a fini par déstructurer ce pays et par avoir Daesh. Daesh qui a commencé en Irak, puisque Daesh, c'était les sunnites irakiens, puisque les majoritaires chiites sont arrivés en Irak. Donc, pour faire brièvement rappeler, quand on nous pose la question, et ça a été posé, d'où viennent-ils? À chaque fois qu'il y a un foyer de fixation quelque part, automatiquement, vous avez des jeunes qui se radicalisent. Alors, pourquoi ces jeunes se radicalisent? Ça pose la question de comment ces jeunes dans notre société n'arrivent pas à se retrouver finalement avec les difficultés qu'ils peuvent connaître. Ça ne veut pas dire que ça les excuse, mais c'est un début de compréhension du phénomène. Et si on ne veut pas le comprendre, et si on a une cécité sur les origines de ce phénomène, ça pose problème. Donc, quand on posait la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ils ont choisi une politique. Ils ont choisi une politique qui est celle de dire je préfère être avec le Qatar et le Paris Saint-Germain avec l'Arabie Saoudite que d'être avec la Syrie ou etc. C'est un choix, parce que l'Arabie Saoudite n'est pas nécessairement plus démocratique ou plus fréquentable que Bachar el-Assad. Oui. Donc voilà, donc ça c'est un problème du point de vue des relations internationales. Du point de vue du droit et de la logique juridique simplement, c'est que l'Europe est d'abord un espace de droit. C'est comme ça que l'Europe s'est créée avec les traités de Rome, etc. C'est un espace de droit. Et il faudrait que les citoyens, nous avons une charte des droits fondamentaux, et aujourd'hui on ne le sait pas assez, il y a deux structures. Au-delà de la Cour européenne des droits de l'homme que tout le monde connaît, il y a la Cour de justice de l'Union européenne. Et depuis quelques années, elle a mis une procédure en place qui s'appelle la PPU, c'est un peu barbare mais c'est juridique assez souvent, c'est la procédure préjudicielle d'urgence. C'est-à-dire que nous pouvons invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne une violation par nos États de la Charte des droits fondamentaux. Ce qu'on ne fait pas. On ne fait pas, on ne
saisit jamais cette juridiction. Et d'ailleurs, les principes, pour y avoir été, les principes qui sont souvent utilisés par cette juridiction sont des principes souvent soit allemands, parce que les avocats allemands saisissent cette juridiction et que donc ils saisissent cette juridiction sur la base des règles de droit allemandes ou danoises, etc. Et nous pouvons par ce biais-là arriver peut-être à mettre nos dirigeants en porte-à-faux, et c'est là où j'en terminerai, parce que la France, au titre de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, a demandé, ce qui est quand même grave en termes de symbole, la suspension de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, donc sa dérogation au titre de l'article 15, au motif dont elle le reconnaît, qu'elle aurait pu, ou qu'elle pourrait, en fonction de l'état d'urgence, violer certaines règles relatives aux droits fondamentaux. C'est quand même quelque chose de relativement grave. Or, cet article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme a son pendant dans un autre texte, un nouvel instrument international qui est le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, qui prévoit les mêmes mécanismes. Mais comme la France n'a pas demandé une dérogation, il est possible peut-être d'invoquer c'est l'article 4 du Pacte international des droits civils et politiques, et par le droit, au-delà de la mobilisation nécessaire, indispensable, mais il faut par le droit que les citoyens s'emparent en fait du droit et fassent des requêtes, parce que l'Europe reste encore cet espace de droit et de liberté.